Vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 14 octobre 2011. François Hollande qui remercie poliment Arnaud Montebourg de son soutien. Dernier acte d'une primaire socialiste dont on connaîtra l'issue dimanche soir au terme du deuxième tour de scrutin de cette primaire. Les derniers sondages donnent l'avantage aux députés de Corrèze devant la maire de Lille, Martine Aubry. Depuis Saint-Cyr-sur-Loire, François Fillon fustige le programme socialiste. Ils sont les rois du rétropédalage, a dit le Premier ministre. Les grands argentiers du monde réunis à Paris, objectif de ce G20, trouver de nouvelles règles pour lutter contre la crise de la zone euro en y associant davantage le Fonds monétaire international. Gouverner, c'est choisir et c'est fort de cette maxime signée Pierre Mendès France qu'Arnaud Montebourg a finalement fait son choix ce matin. Ce sera François Hollande, mais à titre personnel. Le troisième homme de la primaire ne donne par ailleurs aucune consigne de vote à ses propres électeurs. Voilà de quoi pimenter le scrutin de dimanche avec cet inconnu. Que feront donc les soutiens du député de Saône-et-Loire? Mounir Soussi est allé à la rencontre de militants. Regardez. Arnaud Montebourg saute le pas, mais laisse ses partisans au milieu du gué. Son refus de donner une consigne de vote claire brouille le message parmi ses électeurs. J'aurais préféré qu'il ne se prononce pas. C'est-à-dire, puisque un vote personnel c'est dans l'isoloir, donc c'est perso. Ce militant socialiste a choisi. Pour lui, au deuxième tour, il votera Aubry. Martine Aubry me semble être plus près des valeurs de gauche que François Hollande. Autre électeur, autre opinion. Sans aucun état d'âme, je glisserai un bulletin de François Hollande. Un devoir de responsabilité selon lui. C'est le vote du rassemblement et c'est le vote utile. Il faut absolument être le candidat le plus apte à battre M. Sarkozy. Un argument défendu par les représentants d'Arnaud Montebourg. C'est un choix de responsabilité. Au premier tour d'une élection, on a un choix de conviction. Au deuxième tour, il faut être responsable, il faut choisir, et on a choisi le rassemblement. Hollande-Aubry, Aubry-Hollande, les quelques 500 000 électeurs d'Arnaud Montebourg du premier tour devront choisir seuls dimanche dans l'isoloir. Arnaud Montebourg qui déclare cet après-midi qu'il aurait choisi Martine Aubry si celle-ci était arrivée en tête au premier tour. On a pu voir d'ailleurs le député de Saône-et-Loire dans les rues de Ris-Orangis en région parisienne, aux côtés de François Hollande. Incertitude donc sur le report des 17% capitalisés par Arnaud Montebourg, dont les positions pourraient bien pousser vers les urnes les sympathisants du front de gauche comme les écologistes, des Verts plutôt sensibles aux arguments de Martine Aubry. Une intuition que confirme au Sénat Jean-Vincent Placé. Les militants écologistes se sont dit on va aller voter le 22 avril pour Eva Joly et on va participer pour choisir celui ou celle qui sera au deuxième tour. Donc ils y sont massivement allés. Je pense que la très grande majorité a voté pour Martine Aubry. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Jean-Vincent Placé, le patron du futur groupe Europe Écologie Les Verts au Sénat, l'invité de l'émission Parlement Hebdo. Les derniers échanges entre Martine Aubry et François Hollande n'ont pas été du goût de tout le monde. Stop au dérapage, a dit Jean-Marc Ayrault à l'adresse de la maire de Lille, qui avait qualifié le député de Corrèze de candidat du système et des sondages. C'est dans ce contexte plutôt tendu qu'est intervenu le ralliement du bout des lèvres d'Arnaud Montebourg. Fabrice Cunet. Vous la laissez rentrer toute seule dans le marché, s'il vous plaît. Merci. Le coup est rude pour Martine Aubry. Aucun des 4 éliminés du premier tour ne lui a apporté son soutien. Mais ce matin, sur le marché de Montreuil, pas question pour la candidate de parler d'isolement. Vous m'avez expliqué pendant des semaines, je n'ai pas répondu, que nous n'étions pas dans un congrès, que j'avais Bertrand Delanoë, Laurent Fabius. Moi, vous savez, mon Arnaud Montebourg, c'est Benoît, c'est Henri Emmanuelli. Alors, ça va. Le choix de Montreuil n'est pourtant pas anodin. Martine Aubry s'affiche avec la maire écologiste de la ville et masque à peine ses appels du pied à l'électorat vert ou d'extrême gauche. Je suis heureuse que Cécile Duflot ait dit ce que je répète toujours, c'est-à-dire les relations de confiance qui sont les nôtres, que José Bové m'ait rejoint, comme m'ont rejoint beaucoup d'hommes et de femmes qui aujourd'hui représentent les forces de la gauche dans notre pays, des syndicats, des associations. Voilà. Dans le camp de François Hollande, la consigne est rapidement passée après le ralliement d'Arnaud Montebourg. Pas de commentaires, seul un communiqué vient saluer ce soutien. François Hollande, lui, s'était exprimé plus tôt dans la matinée. Je suis un rassembleur et je voudrais toujours rassembler. Martine Aubry n'est pas rassembleuse. Enfin, moi, je fais en sorte de rassembler. Chacun regardera ce que fait l'autre. Moi, je fais en sorte de rassembler, pas de diviser, jamais. Face aux journalistes, Martine Aubry n'a rien dit contre la décision d'Arnaud Montebourg.
Hors des micros, son entourage le fait pour elle, certains n'hésitant pas à parler de magouille. Dans les allées du marché, la maire de Lille veut encore y croire, mais à 2 jours du scrutin, François Hollande est plus que jamais favori. On évoquait à l'instant le vote écologiste pour ce deuxième tour des primaires socialistes. Martine Aubry, qui va déclarer demain dans un entretien au journal Ouest France, eh bien, que d'ici 2025, elle souhaite que 60% des centrales nucléaires soient fermées. On se souvient de la passe d'armes qui avait justement opposé les 2 candidats sur l'avenir des retraites. Martine Aubry mettant en doute la volonté de François Hollande de revenir à la retraite à 60 ans, les déclarations de Pascal Terrasse, le conseiller retraite de François Hollande, pourraient s'avérer plutôt embarrassantes pour le candidat. Les propos de son conseiller, enregistrés par nos confrères de Libération, sont en effet sans équivoque. Écoutez, même si le son n'est pas parfait. Il y a à la fois ce que les gens ont compris, ce que dit le Parti Socialiste et ce que l'on fera. C'est 2 choses différentes. Compliqué. Ce que les gens ont compris, c'est les socialistes, s'ils reviennent au pouvoir, remettre la retraite à 60 ans. Ça n'a jamais été dit. Je ne pense pas honnêtement qu'on reviendra sur une issue qu'on reviendra sur la bonne marge. La vérité, il faut dépendre de la 65 ans. Pour arriver à trouver des équilibres financiers comme je dis, d'un jeu. Et toujours sur ces primaires, l'un des derniers sondages, Opinionway Le Figaro, 53% des électeurs iraient voter dimanche pour François Hollande, 47% porteraient leur suffrage sur Martine Aubry. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. Alors on l'a vu, hein, Arnaud Montebourg est sorti du bois presque un peu sous la pointe des pieds pour apporter son soutien à titre personnel à François Hollande, un soutien qui vient après ceux de Jean-Michel Baillet, de Manuel Valls et bien sûr de Ségolène Royal. Est-ce qu'on peut dire à 2 jours, 48 heures maintenant de ce scrutin des primaires, eh bien, j'allais dire que c'est plié pour Martine Aubry, que Martine Aubry est par battue d'avance? Soyons prudents. Ce que l'on comprend de la stratégie de Martine Aubry, quitte à friser la ligne jaune en traitant François Hollande de candidat du système, c'est de compter sur le fait que les nouveaux électeurs fassent bouger les lignes. Si on prend les sondages actuels, si on prend des matrices de redressement faisant des hypothèses de report du premier tour au deuxième tour, François Hollande est à peu près à 52-53%. Donc du coup, on le voit bien, tout le propos de Martine Aubry, en faisant de François Hollande un socialiste mou, voire, comme elle le dit, un représentant du système, c'est de faire venir parmi les nouveaux électeurs des électeurs à la gauche du Parti socialiste, d'avoir les électeurs d'Arnaud Montebourg, même si lui personnellement a dit qu'il votait François Hollande, et on l'a vu sur la dernière déclaration sur les centrales nucléaires, tout à fait. Apparaître demain, oui. Apparaître demain, c'est un appel. Précis, hein. Alors c'est très clair, c'est un appel aux électeurs écologistes de venir vers elle. Alors effectivement, la participation sera sans doute plus importante, suivie des émissions a été plus important. Les sondages montrent une augmentation de la participation, donc il peut y avoir éventuellement une marge de manœuvre. Mais c'est gagnant ou perdant pour Martine Aubry. Est-ce que ces nouveaux électeurs se disent, et c'est la position de François Hollande, il faut aider le candidat du Parti socialiste face à Nicolas Sarkozy à avoir le meilleur score possible, donc d'abord battre Nicolas Sarkozy, ou se diront-ils, il faut vraiment que le candidat de gauche soit à gauche, c'est gagnant ou perdant. Le risque qu'a pris un peu Martine Aubry, c'est d'apparaître un tout petit peu comme divisant. Et donc l'idée, c'est si elle l'emportait, est-ce qu'elle pourrait ensuite rassembler derrière elle? Alors justement, vous avez évoqué ces petites phrases, ces pics entre les 2 candidats, Hollande et Aubry. Et finalement, eh bien, dimanche soir, il faudra se retrouver, il faudra se rassembler, il faudra, j'allais dire, recoller les morceaux. Oui, c'est une nécessité pour les socialistes. D'abord, ils ont été traumatisés par le fait que les 2 dernières présidentielles ont été perdues, alors même que les élections intermédiaires étaient bonnes. C'est la première raison qui fait qu'ils seront néanmoins incités à le faire. La seconde, c'est que Martine Aubry est une femme politique d'expérience. Tout ce qu'elle a fait dans la dernière période est purement tactique. Et donc, la raison prévaudra, me semble-t-il, si elle devait échouer. Si c'est François Hollande, il a donné, si François Hollande devait échouer, il a donné, lui, des signes de rassemblement et d'unité qui fait qu'il n'y aura pas de problème. Et puis, plus profondément, les socialistes, forcément, vont devoir entrer dans une période de diète médiatique. Non pas tant parce que les primaires ont été critiquées, c'est pas ça le sujet, mais le candidat
qui sera investi, ou la candidate, devra de toute façon renouer avec le pays. Et cette période, je dirais, de retrait médiatique pour recoller nécessairement le contact avec le pays aidera sans doute les uns et les autres à travailler ensemble. Tout dépendra de ce que fera le vainqueur. Le vainqueur devra, contrairement à Ségolène Royal en 2006, trouver les mots de sorte que non seulement les socialistes soient réunis, mais surtout qu'il n'y ait plus d'écran entre le candidat et le pays qui s'appellerait le Parti socialiste. Car une présidentielle, c'est un lien direct. Il ne doit plus y avoir de brouillage, n'est-ce pas, comme en 2007, entre le candidat ou la candidate et le pays. Merci beaucoup Stéphane Rosès. On sera donc très attentif aux premières déclarations, soit de Martine Aubry, soit de François Hollande, dimanche soir dans 48 heures, donc au cours de notre émission spéciale sur les chaînes parlementaires. La question que nous avons posée à nos amis internautes de notre partenaire, le nouvelobs.com, à propos de ces primaires. Martine Aubry a-t-elle encore une chance de gagner? On en parlait à l'instant avec Stéphane Rosès. Eh bien, vous êtes presque un tiers, 32%, à répondre oui à cette question. C'est de Saint-Cyr-sur-Loire, près de Tours, que sont venues les toutes premières salves de la riposte de la droite. Aux journées parlementaires de l'UMP, c'est à Boulet-Rouge qu'a tiré le Premier ministre sur les propositions socialistes issues des débats de la primaire. On écoute aussi Jean-François Fillon. Du Parti socialiste qu'on me cite une seule mesure courageuse. Une seule mesure courageuse. Une seule mesure tendant à indiquer avec franchise que certains de nos acquis doivent être réformés. Une seule mesure qui indique qu'il faut se retrousser les manches face à la montée en puissance des pays émergents. Non, dans le programme socialiste, tout est luxe, calme et volupté. On le constate, difficile lors de ces journées parlementaires de l'UMP de faire l'impasse sur cette séquence des primaires socialistes. Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP, y est même allé de son pronostic. François Hollande, dit-il, devrait l'emporter par chaos arithmétique. De Saint-Cyr-sur-Loire, eh bien, on ne parlait finalement que de ça. Regardez ce reportage sur place. Il est signé Jérôme Rabier. Aujourd'hui comme hier, un seul sujet s'impose à l'UMP, la primaire socialiste. Impossible pour la majorité de ne pas commenter la décision d'Arnaud Montebourg de voter François Hollande. On a là une alliance assez contre nature entre une carpe et un lapin, voilà. Donc je crois que personne ne doit être dupe de tout cela, c'est combinaison et compagnie. Si le parti veut tourner la page des primaires et réinvestir le paysage médiatique, même entre eux, ils ne parlent que de cela. S'ils avaient fait un seul tour déjà, ils sauvaient un tout petit peu les meubles. Mais bon. Du coup, ça faisait là, c'est le feu dans la maison. Du coup, ça faisait une victoire pas très... Bah là, ça fait pire. Hein. Malgré tout, c'est sur l'avenir que les regards et les stratégies se portent. Maintenant, le vrai sujet, c'est que qu'est-ce qui sera proposé aux Français et par qui? Ça, c'est important. Et je pense que là, on peut montrer qu'entre la solidité du président de la République et le flou et le danger du Parti socialiste, il n'y a pas photo. Première vraie étape de cette contre-offensive mardi, l'UMP organise une convention pour décortiquer le projet socialiste. Le candidat PS sera alors déjà connu et la page des primaires tournée pour le plus grand bonheur de l'UMP. Oui, je vous le rappelle, sachez que dimanche à partir de 19h30, émission spéciale sur les chaînes parlementaires consacrée évidemment aux résultats de ce second tour des primaires. De nombreux directs et reportages des QG des candidats et du siège du Parti socialiste avec nos invités sur notre plateau bien sûr. Entre l'excitation de ces primaires à gauche et une droite, vous le savez, qui piaffe dans des coudres, c'est finalement au Sénat qu'une certaine sérénité a prévalu toute cette semaine. Une semaine marquée par le discours mardi du nouveau président socialiste, Jean-Pierre Bel, qui a fait de la politique en faveur des territoires comme d'une nouvelle rigueur budgétaire deux de ses priorités. Écoutez. Ces États généraux permettront de définir les priorités d'une relance de la décentralisation pour renforcer les libertés et les solidarités locales. Il s'agira de dresser un constat de la situation et d'esquisser des perspectives d'avenir. Au-delà de nos engagements respectifs, c'est le souci de l'intérêt général et du bien commun qui nous anime. Non seulement notre budget ne doit pas augmenter en valeur, mais je demande pour l'an prochain la préparation d'un budget réduit en volume. Bonsoir Tranui. Bonsoir Pierre-Henri. Alors on votait au Sénat il y a 15 jours, ici même au Palais du Luxembourg. Et depuis, eh bien, il y a eu des déçus et pas mal de déçus, 6 candidats déçus
qui ont décidé de remettre en cause l'élection de leurs concurrents, de leurs adversaires. Tout à fait, oui. Si mauvais perdant, à tort ou à raison, les décisions du Conseil constitutionnel nous le diront dans 2 ou 3 mois à peu près. Alors première affaire, la plus médiatique, celle qui oppose en Lozère le sénateur UMP sortant, Jacques Blanc, au nouvel élu socialiste, Alain Bertrand. Jacques Blanc est très virulent, il estime s'être fait voler la victoire au premier tour parce qu'un bulletin d'abord comptabilisé comme nul a finalement pas du tout été pris en compte. Il faut dire que Jacques Blanc a loupé la majorité absolue au premier tour d'1 voix seulement, avant d'être battu au deuxième tour de 4 voix. Bref, c'est rageant, surtout quand on est élu depuis 1973. Une sortie par la petite porte qui mérite qu'on se batte un petit peu. C'est en tout cas son avis, lui qui évalue à 100% la réussite de son recours. Alors il n'y a pas que les oppositions droite-gauche traditionnelles, à droite, en tout cas dans un camp comme dans l'autre, on se tire également dans les pattes. Oui, tout à fait. C'est le cas dans l'UMP, dans l'Essonne, où Laurent Bétail a déposé un recours contre Serge Dassault, un recours pour utilisation de moyens disproportionnés dans la campagne. Selon Laurent Bétail, Serge Dassault aurait par exemple invité chaque grand électeur dans un restaurant 3 étoiles. Le problème, c'est que les sénatoriales sont les seules élections pour lesquelles les dépenses de campagne ne sont pas plafonnées par la loi. Contacté au téléphone, M. Bétail a refusé de nous donner plus de détails. Décidément, on en parle beaucoup de ces fameux avantages en nature qui ont émaillé quelque peu la campagne sénatoriale. Oui, ils sont souvent pointés du doigt et c'est en tout cas le cas dans un 3e recours, celui de Régis Grémont-Naumann contre Valérie Létard, la sénatrice centriste du Nord. Bon, lui, c'était un petit candidat, il n'aurait jamais pu emporter l'élection, mais néanmoins, il dépose un recours pour le geste, pour la gloire et pour dénoncer les hommes et les femmes politiques d'en haut qui nous prennent pour des moins que rien, je le cite. L'élu explique ainsi que Valérie Létard a inauguré un stade en grande pompe cet été avec beaucoup de grands électeurs et qu'elle aurait offert des places de match de foot, le match Valenciennes-Marseille, à d'autres grands électeurs encore la veille du vote. Bref, le maire de la Flamingerie, c'est ainsi que s'appelle son petit village, appelle à plus de moralisation de la vie politique. Voilà qui est très éclairant. Merci beaucoup Tam Tran Nui. On vous retrouve j'espère très bientôt. On a appris cet après-midi la mort de l'enseignante qui s'était immolée par le feu hier matin dans la cour de son lycée de Béziers. Cette enseignante de mathématiques était hospitalisée au service des grands brûlés du CHU de Montpellier. Tout autre chose, sur le fond de la crise de la zone euro, les grandes manœuvres ont commencé. Les ministres des Finances du G20 sont réunis aujourd'hui et demain à Paris pour tenter de définir les contours d'un renforcement du Fonds monétaire international dans la gestion de la crise. Les pays émergents se disent désormais prêts à aider l'Europe via le FMI. Aurélien Romano. Ouf de soulagement hier, le Fonds de solidarité européen a enfin été validé par la Slovaquie. Dernier pays de la zone euro à voter ce fonds, désormais doté de 440 milliards d'euros. Mais la crise de l'euro, au centre des discussions du G20 Finances qui s'ouvre ce soir, n'est pas résolue pour autant. Certains demandent déjà de porter les capacités du fonds à 2500 milliards d'euros et de le transformer en banque. Mais c'est surtout la situation des banques du vieux continent qui inquiète toujours. La proposition d'économistes d'effacer 50% de la dette grecque pénaliserait encore plus les banques. Si Paris a approuvé l'idée d'une recapitalisation des établissements bancaires avec un niveau de 9% pour les fonds propres, les banques devront d'abord piocher dans leurs bénéfices avant d'obtenir le soutien des États. Autre solution évoquée avant ce sommet, un renforcement de la participation des pays émergents dans le Fonds monétaire international. Chine, Brésil, Inde et Russie conditionnent ce soutien financier à un poids politique plus important dans le FMI. Notre invité sur notre plateau, Jean-Eudes Duménil, vous êtes secrétaire général de la CGPME. Alors on parle de G20, on parle des grands argentiers du monde qui sont réunis à Paris aujourd'hui et demain pour parler de la crise de l'euro, pour parler de la crise de la dette. Ce genre de manifestation vous intéresse, vous tout particulièrement, vous et vos mandants, les petites et moyennes entreprises françaises? Écoutez, par personne interposée, naturellement oui, parce que la situation boursière et bancaire concerne ensuite les entreprises, notamment par la question délicate de l'accès au crédit. Et si on n'a pas de crédit pour les entreprises, c'est comme si on n'avait pas de carburant pour une voiture. Et donc c'est absolument dramatique pour la croissance de notre pays, mais aussi directement pour nos entreprises. Alors, où en sont aujourd'hui les PME avec leurs partenaires, les banques aujourd'hui? On en parle beaucoup des banques. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les choses étaient en train de s'améliorer avant l'été. Oui. Et que malheureusement, on a constaté à la suite de la crise de la dette pendant l'été de très fortes inquiétudes de la part des chefs d'entreprise et certains d'entre eux ont commencé déjà à réduire la voilure.
Ça, c'était un constat. C'est-à-dire que vous n'obtenez plus ou mal moins de crédit. On ne peut pas encore dire ça, mais on sent les premières difficultés et on a un baromètre du financement à la CGPME qu'on fait avec KPMG qui nous montre que d'abord 83% maintenant des chefs d'entreprise sont inquiets pour l'économie alors qu'ils étaient 66% avant l'été. Et surtout, et je crois que ça c'est un vrai sujet d'inquiétude, on a un vrai décrochage sur la question de l'accès au crédit puisque 20% d'entre eux avaient des difficultés pour accéder au crédit dans leur propre entreprise. Ça c'était au mois de mai et ils sont aujourd'hui 30%. Vous voyez que là malheureusement, on a une véritable inquiétude de ce côté-là. Alors comment expliquez-vous ce phénomène? Est-ce que la balle est dans le camp des banques? Oui, clairement. Je crois qu'il faut rappeler que du côté des entreprises, on a besoin d'avoir des banques, mais les banques aussi ont besoin d'avoir des entreprises. Leur rôle, c'est avant tout de financer l'économie réelle et ils ne doivent pas perdre ça de vue. On risque d'avoir des conséquences directes pour les entreprises, y compris pour les plus petites d'entre elles. Je vous prends un exemple. Si vous êtes une TPE, une toute petite entreprise, que vous avez besoin de 10 000 € tout simplement parce que vous avez un client qui ne vous a pas réglé en temps et en heure, vous allez vers votre banque. Si vous n'obtenez pas le financement de manière immédiate, le risque, il est simple, c'est de mettre la clé sous la porte. Donc oui, la balle est dans le camp des banques. Et ce qu'on ne voudrait pas non plus, c'est que la crise de la dette amène à durcir les ratios de fonds propres des banques sans contrepartie. Et à ce moment-là, on sait très bien que les premiers pénalisés seraient les plus petites entreprises parce que les banques continueraient à financer naturellement une partie de l'économie, mais elles auraient tendance à aller vers les entreprises les moins risquées et donc vers les plus grosses. Et ça serait une catastrophe pour nos petites entreprises. Dites-moi, on commence à parler de récession, voire de ralentissement de l'économie, y compris dans des pays émergents comme la Chine, par exemple. Ce sont des perspectives qui doivent inquiéter les entrepreneurs aujourd'hui. Bien sûr. Alors tout n'est pas perdu non plus. Je crois qu'il ne faut pas sombrer dans le pessimisme. Les entreprises françaises ont beaucoup d'atouts. Elles ont été très fortement secouées par la crise de 2008. Donc on peut considérer que celles qui ont passé ce cap, malgré tout, sont plus solides. Mais c'est vrai que oui, il y a des inquiétudes. Et le fameux baromètre dont je vous parlais tout à l'heure, faire sortir un point qui est inquiétant pour nous, c'est que la principale difficulté actuelle des patrons de PME, c'est la baisse du carnet de commandes pour 45% d'entre eux, alors qu'ils étaient simplement 36% avant l'été. Donc oui, inquiétude. Alors Jean-Hugues Duménil, ça ne vous a pas échappé, on a beaucoup parlé des primaires socialistes pendant ce journal et des propositions économiques en la matière. On a entendu ce mot de protectionnisme qui revient assez régulièrement à droite comme à gauche d'ailleurs. Est-ce que pour vous, un protectionnisme européen, par exemple, comme le souhaiterait Arnaud Montebourg, peut être une partie de la solution apportée aux entreprises? Ça dépend ce qu'on entend par protectionnisme. Si protectionnisme, c'est augmenter les droits de douane, réponse clairement non. Par contre, si on parle de réciprocité, c'est-à-dire que si on dit les produits qui rentrent en Europe doivent être soumis aux mêmes conditions que les produits européens qui vont dans les pays dont ils sont originaires, à ce moment-là, oui, sans doute, c'est effectivement une partie du problème. Mais cette réciprocité n'existe pas aujourd'hui. Elle n'existe pas ou pas suffisamment, c'est-à-dire qu'on a du mal à exporter dans certains pays qui nous mettent clairement des conditions qui sont des barrières, par exemple avec des normes qui sont excessives ou des préférences nationales. Et ça, il faut qu'on puisse lutter à armes égales, c'est vraiment l'intérêt de nos entreprises. Mais attention quand même à ne pas, là encore, aller vers simplement une notion de protectionnisme aveugle. Et il faut rappeler que dans les chiffres du commerce extérieur de la France, on commerce à 80%, 60% avec la zone euro et 20% Europe hors zone euro. Donc ne nous trompons pas non plus. Dites-moi, Jean-Hugues Duménil, il y avait 6 candidats à la primaire socialiste. On a beaucoup parlé d'économie au cours des 3 débats de cette primaire. Est-ce que les différents candidats sont venus vous voir pour vous demander votre expertise, vos propositions, vos envies, vos espérances en matière de croissance, en matière de création d'entreprise, par exemple? Notre rôle, c'est certainement pas de nous immiscer dans ce genre de débat, mais évidemment, on a eu des contacts avec certains d'entre eux. Et la vraie satisfaction pour nous, c'est qu'enfin, dans une campagne, dans un début de campagne, on parle des PME. Et ça, probablement, la CGPME y est pour quelque chose. On aimerait en tout cas que ce soit le cas. Et la campagne, vous le savez, ne fait que commencer. Merci beaucoup de votre visite ce soir sur le plateau de Public Sénat. C'est donc la fin de cette édition. À suivre une balade dans Paris en compagnie de Paul Cézanne. Le thème de la nouvelle exposition du Musée du Luxembourg qui a ouvert ses portes cette semaine. Un document signé Aïda Kergrouach. Très bon week-end à tous. Merci.